Voilà. Donc, bienvenue à tous. Merci pour votre présence. Puis la première chose, oh mon Dieu, est-ce que je vais te tutoyer ou vous voyez? Non, j'espère que on va se dire. On va se dire tu. OK, parfait. C'est bon. J'ai l'impression que je te connais. C'est drôle parce que j'ai osé te demander de participer à cette conférence-là. Puis, moi, je te suis depuis... Je me souviens pas depuis quand je te connais ou que je te suis. Je sais que ça fait longtemps, mais tu as marqué mon début en affaires. Moi, j'ai commencé en affaires en 2015. Première édition de ton année, je crois, de ta journée de conférence. Il me semble que c'est ça, il y a 5 ans. C'était ta 5e cette année, donc c'est ça. C'était la première, puis j'étais là cette fois-là. Puis je suis retournée cette année, mais depuis ce temps-là, je te suis tout le temps. Puis j'ai acheté bien des petits cahiers, puis bien des petits livres, bien des petites affaires. Là, que j'ai toujours aimé ce que tu faisais, l'énergie que tu dégageais. Puis pour ceux qui te connaissent peut-être un peu moins, j'aimerais ça que tu te présentes parce que tu as un parcours exceptionnel qui t'a amené à faire une formation en psychologie positive à Harvard. Ça m'a toujours comme impressionnée, mais c'est pas arrivé comme ça là, au début de ton parcours dans ta vie. Fait que, qu'est-ce qui t'a conduit à ça? Je vais descendre ton impressionnage en bon québécois. D'abord, oui, j'ai étudié en droit à l'Université Laval à Québec. Mm-hmm. Mais j'ai fait ça pour faire plaisir à mes parents, puis parce que je ne savais pas dans quoi me diriger, finalement. Je réussissais bien à l'école, puis ma mère, elle me disait, il faut que tu trouves toutes les plus de portes possibles. Mais en même temps, je n'avais pas la passion du tout de ce champ d'activité. En même temps aussi, il n'arrive rien pour rien dans la vie, fait que je pense que j'ai dû passer par là parce que j'étais hyper timide quand j'étais petite. Je le suis encore, même si ça ne paraît pas tout le temps. Mais si je n'avais pas fait mon bac en droit, je ne pense pas que j'aurais fait de la télé après. Je ne crois pas que je pourrais être sur une scène à donner des conférences et tout. Fait que donc, ça a dû faire partie de mon cheminement. Et ce qui m'a menée à la psychologie, c'est bête à dire, mais c'est une dépression majeure à l'âge de 28 ans. Je dis dépression, des fois, je pense que c'est sûr que c'est un lien aussi avec un peu plus burn-out parce que c'était quand même très lié au travail que je faisais que je n'aimais pas du tout. Mm-hmm. Et que je me forçais. J'étais beaucoup dans la performance. Puis, tu sais, je n'étais pas branchée sur les bonnes affaires. Là. Ça, c'est clair. Je n'étais pas dans mon essence. Et j'ai été en thérapie, évidemment. Quand j'ai été arrêtée pour la dépression, j'ai été arrêtée 2 ans. J'ai vraiment touché le fond du baril. Mais je suis allée en thérapie puis je suis tombée sur des gens extraordinaires. Évidemment, c'est ce qui arrive quand des fois, on a des périodes comme ça. Là, on traverse des chemins très sombres, mais en même temps, il y a des personnes très lumineuses, on dirait, qui apparaissent. Et là, j'ai tellement aimé la psychothérapie, la thérapie ou tout ce que j'ai fait à cette époque-là que j'étais tout le temps très attirée par des cours, des formations. J'en faisais de plus en plus. Puis à un moment donné, j'ai vu passer le certificat en psychologie positive. Et où je te dis que tu vas descendre pour le truc qui t'impressionne peut-être. Les médias, puis tu sais comment c'est rendu les choses en général, c'est que j'ai pas fait mon cours à Harvard. J'ai fait le cours avec le prof de Harvard aux États-Unis quand même. Mais c'est parce qu'on l'appelle Tal Ben-Shahar, le grand prof du bonheur de l'Université d'Harvard. Mais moi, je ne me suis pas assise, là, pour tout te dire. Je ne me suis pas dans l'université mythique. Là, genre, premièrement, c'était beaucoup en online, là, c'est-à-dire que je recevais mes cours. Ah, ça, c'est mon perroquet. Salut. Oui, c'est sûr. Là, je pense que ce que je vais faire dans 2 secondes, je vais l'approcher. Parce que si c'est un petit peu, ça va l'aider. C'est bon. Donc, c'est ça. J'ai fait le cours en psychologie positive qui a pris un certificat sur 1 année. On reçoit les cours de Tal et les autres profs qui sont enregistrés à Harvard, mais on les reçoit, je veux dire, dans le confort de notre foyer, comme on est là, puis on avait quelques immersions, des semaines d'immersion à faire aussi dans la... Fait que là, je vais chercher Chopin. Oui, Chopin. Là, vous allez voir mes pantoufles. C'est juste le haut qu'on voit là-dessus. Mais on doit tous être en pantoufles, je pense. Moi aussi, je suis en pantoufles. Là, tu ne seras pas plié, par exemple. Tu t'en viens dans l'entrevue avec moi, mais tu ne plies pas. OK? Tu regardes les belles filles, là. T'aimes ça, toi, les belles filles? C'est super. Bon, vois-tu? Ouais. Tu ne dis pas un mot. OK? Bon, on va peut-être voir apparaître Toto aussi en cours de route. Okay. C'est une ménagerie. Oui, t'as une ménagerie. Vous serez avertis. Alors, voilà. Il va venir dans le coin, là vous ne le voyez pas vraiment, mais il est là. Ah. Dites bonjour. Allô, Chopin. C'est un beau bébé, puisque sa phrase, c'était un beau bébé, toi? Oui. Bon, on s'éloigne du sujet. Allez, je te laisse. C'est bon. Donc, c'est ça, là, tu me parlais de Tal Ben-Shahar, qui était sa formation, en fait, puis toi, tu as fait des immersions là-bas. Mais
cette formation-là, je pense que tu as lu le livre, tu en as parlé justement cette année, je crois, 3 kiffs par jour, tu l'as comme... puis il en parle beaucoup dans ce livre-là de la psychologie positive Oui, aussi. parce qu'elle, Florence Servan-Schreiber, elle a fait le même certificat que moi, OK. même avec lui. OK. Donc, puis qu'est-ce que ça a transformé dans ton quotidien, cette formation-là? Est-ce que c'est des outils que tu veux partager ou au Oui. plan personnel? En fait, c'est à tous les plans. Puis d'abord, quand on étudie en psychologie, je ne sais pas si toutes les universités font ça ou tous les endroits où on enseigne la psychologie, mais nous, avec Tal Ben-Shahar et ses acolytes, la première chose, c'est qu'ils nous disaient il faut d'abord qu'on teste sur soi ce qui nous est enseigné. Fait qu'on devient naturellement notre propre laboratoire. Puis on fait ce cours-là pour aller chercher une formation, mais la première personne que ça doit transformer, c'est nous-mêmes. T'sais, il faut vraiment savoir qu'on va devoir s'impliquer, on va devoir témoigner. Et c'est ça qui m'a mené à faire, je ne sais pas si tu te rappelles, le groupe sur Internet. Ben oui, je l'ai fait, moi. J'étais dans ce groupe-là. Ben, c'est ça. Alors, tu sais, puis ça, je l'ai fait parce que c'était mon travail de fin d'études, en fait. Et il fallait que je prouve que j'allais faire quelque chose avec ce qu'on m'avait enseigné. Et j'ai décidé de monter un programme sur 12 semaines avec 12 thématiques de psychologie positive, puis une mise en action à chaque semaine. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi, l'étude, il y a plusieurs études en psychologie positive, mais celle qui m'a vraiment marquée, c'est celle qui parle des constituants, c'est-à-dire de constituants du bonheur chronique. Donc, tu sais, l'étude qui dit que 50 de notre bonheur est lié à notre génétique. Oui. Je dis 50 je fais des beaux chiffrons. Là, si on s'analysait tout le monde, ça ne donnerait pas tout à fait ça, mais mettons que c'est une moyenne. Donc, environ 50 de notre bonheur serait lié à notre génétique. Ça veut dire que si, en bon québécois, on vient d'une famille de chialeux, de critiqueux, de je ne sais pas quoi, ben, ça fait partie de nous pour 50 Mais là, on a le choix de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, comme je dis souvent. 10 de notre bonheur est lié à nos circonstances de vie. On habite avec qui, on gagne combien, on est-tu plein d'énergie ou pas. Tu sais, tout ça, c'est des circonstances de vie et ça ne compte que pour 10 Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il reste 40 dans notre calcul et ce 40 %-là de notre bonheur chronique, niveau de bonheur chronique, est lié à nos activités volontaires. Les activités volontaires, c'est qu'est-ce que je vais choisir de faire pour être heureuse, pour aller mieux. Et donc, c'est pour ça que moi, sur les 12 semaines, ben, il y avait toujours à chaque semaine une mise en action concrète, c'est-à-dire une activité volontaire pour que les gens puissent tester et dire est-ce que vraiment, quand je fais ça, ça fait une différence positive dans ma vie? Tu sais, quand j'ai lancé le programme, je priais pour avoir au moins 200 personnes parce que pour avoir quelque chose qui a une valeur un peu scientifique, là, si on peut dire, ben, ça prend un minimum de 200 personnes en général. Puis je me disais, ben quand même, il faut qu'ils embarquent pendant 12 semaines. C'est du travail, tu sais, sur soi. Puis tout le monde, on le sait, on est toujours pris par toutes sortes d'autres choses. Et finalement, ben, vous avez été 1625 participants, ce qui m'a complètement acheté à terre. Puis ce que je ne savais pas, c'est qu'il y a un éditeur qui faisait partie du groupe. Et c'est ça qui a fait que ça a donné un livre après. Parce que moi, je pensais. Qui a donné le livre. Oui, je pensais pas du tout changer avec ça. C'est vraiment, moi, je l'aime beaucoup, beaucoup. Je l'avais fait le programme, puis j'ai aimé pouvoir revenir, m'y référer, Julie aussi qui l'a, m'y référer. Puis juste les idées d'écouter une chanson ou les idées d'écouter un film, ou ça, là, ça faisait comme j'aime ça l'ouvrir des fois, faire oui, ça serait bon à réécouter. Ben oui, c'est ça. C'est plein de. Parce qu'en fait, des pistes, il y en a une tonne. Puis c'est pas juste, je pense, des pistes pour mieux vivre, pour aller mieux, pour guérir, pour peu importe quoi. Tu sais, il n'y a pas juste des trucs complètement dans le développement personnel ou la psychologie. La musique en fait partie, toutes formes d'art, la nature. Tu sais, des fois, on oublie, je pense, à quel point tout peut nous aider dans la vie si on s'ouvre à ça. Oui. Quand tu écris tes livres, est-ce que tu rencontres des fois des défis ou des obstacles? Parce que je travaille beaucoup avec des femmes qui ont des projets, des buts, des ambitions, donner des conférences, écrire des livres, se partir en affaires ou peu importe. Puis, de quelle façon ça vient t'aider, te soutenir, toi, tous ces enseignements-là Parce qu'écrire un livre, je veux dire, ça ne doit pas se faire sur le coin d'une table de façon easy puis facile tout le long, j'imagine? Il y en a que oui, mais... OK, pas toi. Non, effectivement, moi, ça n'a jamais été facile, mais aussi beaucoup parce que j'avais un syndrome de l'imposteur. Tu sais, j'ai été chroniqueuse littéraire 15 ans dans les médias au Québec. Salut, bonjour, entre autres, pendant 11 ans. Oui. Salut, j'ai lu, je suis une passionnée de lecture. Si je vous montrais ici, on ne le voit pas comme dans l'angle que vous êtes, mais il y a des livres partout. Il y a des livres, il y a plein de bibliothèques, il y a des livres à terre, il y a des livres sur les meubles, il y en a partout.
Puis je suis une boucalique, là, je me dépêchais, je vais vous faire une confidence, juste avant de commencer l'entrevue, là, je me dépêchais, j'étais sur le site de Renaud-Bré, puis là, j'achetais des livres, je me disais, oh, vite, vite, il faut que je clenche ça. Là. Parce que là, je suis partie sur Arnaud Desjardins, là, ça, c'est mon nouvel inspirateur. Fait que là, j'ai envie de tout acheter ces livres. Et donc, tout ça pour dire que moi, écrire, Colin, c'était gros, là, tu sais, je me disais, je suis qui pour écrire? Qu'est-ce que j'ai vraiment à dire de différent, de si aidant? Et là, c'est mon premier éditeur qui m'a beaucoup aidé, c'est Michel Ferron, des éditions Un Monde Différent, qui est un homme que j'adore, que j'admire beaucoup, un homme d'affaires et un éditeur. Et je lisais des manuscrits pour lui à l'époque. Lui, il recevait tellement de manuscrits que souvent, ils ont un comité de lecture, les éditeurs. Alors, je faisais partie de son comité de lecture et je lisais des manuscrits, puis je disais qu'est-ce que j'en pensais, tu sais. Et donc, à un moment donné, ben, c'est comme ça qu'on en est venu à la discussion. Il me dit, mais Christine, toi, tu n'aurais pas envie d'écrire, tu sais? Parce qu'il faut savoir dans la vie que souvent, quand on est très attiré par un domaine ou qu'on a une grande passion de quelque chose, bien, il faut se demander si on n'est pas en parallèle de quelque chose qu'on porte à l'intérieur de nous qui est très, très fort. Un exemple concret, c'est, mettons, quelqu'un qui est propriétaire d'une galerie d'art depuis des années, qui met de l'avant les artistes continuellement, les artistes peintres et tout. C'est assez courant que cette personne-là a un talent artistique aussi, mais qu'elle n'ouvre pas, ça n'ouvre pas les portes, ou en tout cas, peu importe. Donc, moi, je pense que c'était pareil pour les livres. Et Michel m'a bien accompagnée. En fait, la phrase qui a tout changé puis qui sera peut-être utile pour certaines d'entre vous, il m'a dit, oui, parce qu'à un moment donné, j'ai dit, mais ouais, Michel, tout a déjà été écrit, me semble, là-dessus. Là, il a dit, ben, pas par toi. C'est pas avec ta couleur à toi. Fait que je me suis dit, OK. Fait que là, j'ai commencé, c'est une petite graine là, qui s'est mise à germer. Puis à un moment donné, puis moi, j'aime bien être créative, originale. Donc là, m'est venu, c'était mon premier livre, ça s'intitulait C'est beau la vie. C'était des courts chapitres avec des outils concrets parce que j'avais tellement cheminé à travers ma dépression que je m'étais dit, mais comment ça que je savais pas ça, moi, avant? Personne ne m'a parlé de ça. Puis comment ça que même qu'on parle pas de ça à l'école? Fait que je suis partie de ces outils-là. J'essaie d'extraire de mon expérience ce qui m'avait le plus aidé. Puis en plus, chaque début de chapitre, il y avait un extrait d'une chanson. Parce que je me disais, il me semble que quand les gens vont lire le livre, quand ils vont lire chaque chapitre, ils vont avoir un peu en tête la chanson qui ouvre le chapitre. Puis je trouvais que ça faisait, je sais pas, une autre énergie dans le livre. Alors bon, tout ça pour dire, puis ça a super bien marché, ce livre-là, et c'est ce qui m'a donné la piqûre, c'est que j'ai eu envie après d'écrire autre chose, ce qui m'a mené aujourd'hui à écrire de la fiction, parce que là, j'ai écrit mon premier roman, je suis en train d'en écrire un autre, et ça, je triple, là, mais ça n'a pas d'allure, comment j'aime ça. Ah, ben, juste avant qu'on... Un truc aussi, je pense, pour écrire. C'est super important, moi, ça a changé ma vie. Puis tu l'as entendu à la journée du 23 février, c'est Éric-Emmanuel Schmitt qui en a parlé. L'artiste et l'artisan. Ça, pour moi, ça change tout. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand on écrit un livre, l'artiste, c'est celui qui pond le premier jet. Qui raconte l'histoire, même si ce n'est pas une histoire, c'est-à-dire ça peut être un essai, ça peut être un livre de développement personnel, mais tu sais, on a du matériel en tête, on a des trucs qui nous viennent, puis il ne faut pas couper cette espèce de flux d'inspiration. Donc, il faut vraiment se mettre à l'ouvrage, puis prendre tout le premier jet, même si on pense que c'est mal écrit, qu'on réutilise les mêmes mots, qu'on n'est pas sûr des temps de verbe, peu importe. Il faut sortir tout ça, tout le matériel, puis l'artisan, lui, arrive après. Une fois qu'on a fini le premier jet, là, l'artisan arrive et lui, il retravaille. Là, à ce moment-là, oui, on peut rejouer sur toutes les phrases, on peut raccourcir les chapitres, rendre ça plus punché, changer, trouver des titres de chapitres. Les titres de chapitres, c'est pas important dans le premier jet non plus. Puis moi, là, ça a été mon plus grand piège dans mon écriture, puis c'est ce qui a fait que ça a tout changé depuis Une irrésistible envie de fleurir. C'était vraiment que j'écrivais, je me sentais hyper inspirée, mais comme j'ai été chroniqueuse littéraire, que j'ai étudié... Bon, oui. Là, écoute, je me disais, franchement, j'écris dans le mal aujourd'hui. Ça fait 3 fois que j'utilise le même mot, bien trop d'adjectifs, puis trop de ci, puis pas assez de ça, puis là... Fait que je me coupais, continuellement, je coupais le flux. Puis ça c'était extrêmement ardu d'écrire. Écoute, je me choquais. Des fois, je me levais, là, puis là, j'étais choquée, puis là, j'avais lancé ça au bout de mes bras. Ou l'autre chose, que je pense que si certains écrivent vont se reconnaître. Tu sais, combien de fois je suis assise à mon bureau, là, décidée à écrire, puis là, oups, j'aurais peut-être une brassée de lavage à faire, ou tu sais, n'importe quoi qui me venait en tête, là, qu'il fallait que je fasse tout d'un coup, là. Tout ça, c'était juste pour me
comme éviter que c'est ça, fuir, tu sais, puis procrastiner. Qu'est-ce que tu veux? Ainsi, on est ainsi l'être humain, mais en même temps, quand on en prend conscience puis qu'on développe des tactiques pour faire autrement puis pour améliorer les choses. Ouais. Puis on va en parler tantôt parce que j'ai su que tu as un autre beau projet qui s'en vient, là, une autre formation en ligne puis qui est beaucoup basée là-dessus. Oui, Je m'en parle pas, on va en reparler, c'est sûr, sur ça à la fin, mais acheter ça, c'est un bijou, c'est un bonbon. Moi, c'est des livres que j'adore lire en vacances. Ouais. Ou quand je suis détendue parce que je trouve que... Oui, ça rentre autrement, la matière. Oui. Oui. Puis celui-là, je le lisais puis je voulais pas qu'il finisse. Ah. On dirait que je l'étirais. Je prenais mon temps. Des fois, on va les lire comme d'un couvert à l'autre ou presque, mais lui, on aurait dit que je voulais pas qu'il arrête. Je voulais que c'était comme très, très beau livre, mais on en reparle à la fin. Okay. Puis, tu mentionnais Eric Emmanuel Schmitt, tu as mentionné des noms. Tu as un talent, je crois, pour créer des relations. Je pense qu'il y a beaucoup de succès, beaucoup d'avancement ou de progrès dans nos vies, qui nous permet de grandir, d'apprendre. Tu sembles avoir ça naturel ou c'est quelque chose... Tu sembles créer des relations de proximité facilement. Oui. Bien, moi, j'ai souvent l'impression que j'ai une petite fille de 5 ans dans moi, tu sais. Puis quand, dans Irrésistible l'envie de fleurir, je parle beaucoup de l'importance de pétiller dans la vie. C'est Guy Malas qui a dit un jour « Va là où tu pétilles ». Ça, pour moi, ça me dirige dans ma vie. Et donc, il y a des humains qui me font pétiller, carrément, puis qu'on dirait qu'il y a des rencontres que j'ai faites. Écoute, l'image qui me vient dans ce temps-là, j'ai l'impression que je vois la petite en dedans qui saute, là, tu sais, oh yes! Il faut me faire un nouvel ami. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement. Et donc, je ne peux pas l'expliquer, qu'est-ce qui fait ça. En même temps, puis je suis tellement remplie de reconnaissance parce que je me dis d'avoir croisé la route de ces gens-là aussi. Je trouve ça absolument extraordinaire de pouvoir cultiver différents types d'amitié, parce qu'il y en a de qui je suis plus proche que d'autres, évidemment, mais tu sais, je donne un exemple, là, c'est le lancement de mon livre à Paris, bientôt, à la fin avril. Et Laurent Gounel, l'auteur Laurent Gounel, que j'adore, m'a écrit récemment là, tellement un beau message, tu sais, pour m'encourager puis me dire qu'il espérait que, tu sais, ça allait bien se passer et tout. Mais je me disais, tu sais, on se connaît pas tant, là. J'ai fait quelques entrevues avec lui, j'ai parlé de ses livres au Québec, mais c'est un homme tellement inspirant, tellement vrai, tu sais. Il est ce qu'on voit de lui, ben, c'est ce qu'il est aussi dans la vraie vie, puis qu'il prenne quelques minutes de son temps pour dire, ben, je vais écrire à Christine, tu sais, pour la féliciter, je sais pas quoi. Moi, ça me touche beaucoup. Ouais. Frédéric Lenoir, qui est la même chose, il me dit, il y a quelques jours, il dit, ben là, donne-moi donc tes infos, là. Je vais annoncer ça sur ma page Facebook. Oui. OK. Ben oui. Merci beaucoup, là, tu sais. Mais... Il y a une belle communauté, oui. Oui, c'est ça. Fait que tout ça me fascine, me remplit de gratitude et tout. Puis c'est drôle parce qu'hier, j'étais à une conférence avec... je suis allée assister à une conférence avec Rémi Tremblay. Ben, en fait, Rémi, on s'est retrouvés là-bas. Puis à un moment donné, il me dit... Parce que là, on prépare une rencontre avec Alexandre Jolian, le philosophe. C'est un homme qu'on admire tellement. C'est celui qui est handicapé physiquement. Une histoire assez particulière. Pour moi, c'est un génie de la sagesse, de la conscience humaine. Et là, c'est jamais arrivé, ça fait des années qu'on y en parle, mais là, enfin, il vient au Québec. Il va faire une rencontre à Québec et une à Montréal. Et on parlait de ça, puis là, quand il me parle, là, Rémi me dit, c'est lui qui va animer la rencontre, moi, je vais juste ouvrir et tout, mais tout de suite, je lui dis, mais écoute, donne-moi les infos, tu sais, je vais en parler aussi, puis tout. Puis là, Rémi me regarde et me dit, ah, toi, Christine, tout est ouvert avec toi, hein? C'est le fun, tout est ouvert. Ça m'a fait drôle qu'il dise ça, mais c'est vrai. Moi, je suis dans j'ai envie que le plus de gens possible s'éveillent, soient heureux, ou peu importe, qu'ils vivent une vie à leur mesure et tout, mais je me dis, ça sert à rien de rester tout le monde dans son petit coin ou de protéger. Tu sais, des fois, c'est ça, j'entends des gens dire, ben moi, je veux pas trop en parler parce que, tu sais, c'est quand même mon idée. Ouais. Oui, tu sais, moi, je me dis, tout ça vient du même endroit, je pense. Puis, en tout cas, moi, je crois beaucoup plus à la puissance de l'ouverture dans la vie que le contraire. Ça, c'est sûr. Fait que peut-être que c'est ce qui explique un peu le fait que, tu sais, j'attire ce type de relation-là. Là. Mm-hmm. Puis je crois aux divins rendez-vous de la vie. Tu connais mon histoire de M. Ibrahim, le chauffeur de taxi à Paris, qui m'avait dit un jour, quand je suis descendue de son taxi, il me dit « Madame Christine, vous saviez qu'on avait rendez-vous aujourd'hui? » Puis ça m'a tellement... Je me suis dit
Mais il a raison, tu sais, on avait rendez-vous, mais on ne le savait pas. Sauf que le problème, c'est qu'on n'est pas présent souvent à nos rendez-vous. On a rendez-vous avec toute personne qu'on croise dans notre vie, mais est-ce qu'on est vraiment là? Ou dernièrement, j'étais en Floride, à notre maison en Floride, puis j'avais envie de pleurer un après-midi. Je suivais un autobus scolaire, les enfants débarquaient de l'autobus, là. Aussitôt qu'ils descendaient de l'autobus, ils prenaient leur cellulaire, puis ils étaient comme ça. Il faisait un temps magnifique, il y avait des arbres, des oiseaux, ils voyaient probablement absolument rien de tout ça. Je me suis dit, oh my God, ça, là, c'est d'une tristesse infinie. Puis des fois, ben, c'est pas besoin d'un cellulaire, mais d'être trop pris dans ses pensées, sa souffrance ou je sais pas quoi. Puis on est devant, je sais pas, la caissière à l'épicerie, le serveur au restaurant, ou peu importe qui, mais on n'est pas là. Et je pense que ça, juste développer davantage de présence et d'attention à l'autre, ben c'est assez fou les cadeaux qu'on reçoit quand on fait ça. Puis probablement que ce côté-là, là, ça contribue, moi, à ouvrir à plusieurs autres relations. Tu sais, le concept aussi dont j'ai parlé souvent du film Avatar, le « je te vois », tu sais, un peu je vois et j'honore le divin en toi. Ben, c'est ce que j'essaie d'être, de vivre. Tu sais, je suis pas parfaite, là, comme tout le monde. Je suis très, très humaine, puis il y a des journées que ça va pas fort, mon affaire. Dans ce temps-là, je vois moins, là. Mais ouais. je vois trop tard pour s'en prendre, tu sais. Ouais. Je suis capable aussi de me choquer, là, puis d'être bien, bien découragée de la vie, puis de son affaire. Tu sais, c'est juste normal. Ben, c'est justement, c'est drôle parce que ce qui me rejoint aussi dans toi, c'est que tu le dis, moi, je suis une hyperactive finie, puis toujours envie, puis c'est t'es obligé, un peu comme moi, de te prendre puis de te dire, OK, là, assis-toi puis respire, ou fais ton yoga, ou fais tes méditations, ou... Juste avant, ça me fait rire que tu me parles du moment présent, parce que juste avant l'entrevue, j'étais un peu nerveuse, puis tout ça, tu sais. Puis là, je me suis dit, tiens, je vais me piger une carte, ça va m'aider. Moi, je me pige des cartes, puis j'ai pigé, je vis le moment présent, car c'est ici et maintenant que je peux syntoniser. Ah, ben, tu vois. C'est ça. C'est le moment présent. Fait que ça me... Fait que comment tu... Justement, l'équilibre pour toi, ça représente quoi? Parce que, tu sais, souvent, ce que j'enseigne, c'est que c'est pas la même chose pour tout le monde. Mon équilibre n'est pas le tien, c'est pas celui de ma cliente, c'est pas celui de la voisine. Donc, pour toi, l'harmonie, l'équilibre au quotidien, ça veut dire quoi? Bien, d'abord, je pense que c'est d'être connecté à qui on est. Tu sais, apprendre à se connaître, pour moi, c'est une grande part de... En fait, j'ai souvent dit, il y a deux questions pour moi dans la vie, deux grandes questions. C'est qui suis-je et pourquoi suis-je ici? Puis on n'y répondra pas, je pense pas qu'on va trouver la réponse une journée puis que là, tout est réglé. Tu sais. Je crois que c'est deux questions auxquelles on va répondre toute notre vie. Mais comme Marie-Luce dit dans Une irrésistible envie de fleurir, il faut au moins tendre vers. Tu sais, juste au moins se dire, ben, je tends à apprendre à me connaître, à découvrir pourquoi je suis ici. Tu sais, la retraite que j'anime au monastère des Augustines qui s'intitule « Écoute et réponds ». Mais ça, c'est une règle, c'est la règle de Saint-Benoît, en fait, la règle des moines. Et pour moi, c'est Rémi Tremblay, justement, qui m'avait appris cette règle-là, parler de ça la première fois. Mais pour moi, c'est super important parce que écoute et réponse, écoute, c'est sois assez présente et attentive et tout ça pour entendre ce que la vie te transmet comme message. Plus encore, ce que la vie veut faire à travers toi. Tu sais, ça, c'est bien différent de plutôt de réfléchir avec son ego, puis moi, je veux ça, ou tu sais, ben, je veux ça, c'est parce que je veux prouver que je suis capable, ou peu importe, tu sais, des raisons des fois qui sont plus au niveau de l'ego que du cœur ou de l'âme. Et bon, écoute, c'est un premier pas, puis après ça, réponds. Donc, agis, tu sais, parce que il y a aussi des fois, je pense qu'on n'agit pas assez peut-être, puis je dis ça, puis il faut que je fasse attention à ce que je dis, parce que je ne veux pas rendre tout le monde hyperactif non plus, mais agir de manière inspirée, j'ai envie de dire. Tu sais, c'est que quand on est présent, attentif, puis on écoute, ben oui, il va nous venir des idées pour agir. Puis après, ben il faut mettre ça de l'avant, sans se mettre une tonne de pression. Mais c'est ce qui fait que les choses vont changer, que les choses vont s'améliorer parce qu'on crée du mouvement. Et la vie, c'est mouvement tout le temps. Tout naît et se transforme et meurt un jour. Puis je pense qu'il y a à peu près juste l'humain qui s'est imaginé qu'à un moment donné, il pouvait se faire stagner les choses. OK, mettons, là, ça va bien, là, ben regarde, on met ça là, dans une petite boîte, puis on ne touche plus à ça. C'est parce qu'il va arriver d'autres choses. De toute façon, ça va changer. Fait que je pense qu'on a bien plus intérêt à... L'expression que j'aime bien, c'est apprendre à danser avec la vie. Et comme ça, ben, puisqu'on sait qu'il il va arriver des souffrances, il va arriver des difficultés, sauf qu'on peut se développer un bon coffre à outils, ce que toi, j'imagine que tu fais aussi
avec tes clientes et tout. Et ce qui fait qu'on va être capable de passer à travers. En tout cas, ou du moins, des fois, je me dis, on va soit aller moins creux, là, dans le creux, ou rester moins longtemps dans le fond du creux. Tu sais, c'est déjà pas mal, ça. Fait que pour moi, l'équilibre, c'est beaucoup là-dedans. C'est d'être pleinement vivante. Parce que je trouve que des fois, ben, tu sais, la vie, ça va vite. C'est court et puis il faut en profiter. Tu sais. Puis il faut non seulement en profiter, mais on est l'acteur principal de notre vie. Puis des fois, je trouve que c'est d'une tristesse infinie. Des gens soit qui n'ont pas appris à se connaître ou qui se sont laissés brimer, tu sais, aussi, parce qu'on a tous eu des gens qui nous ont dit « Ah, tu ne seras pas capable de faire ça » ou « Pense pas que tu es mort », peu importe. Bien là, vous avez le choix d'accepter ça ou pas. Tu sais, moi, je me dis, à un moment donné, quand je suis une adulte, là, ben là, je suis responsable de ma vie. Puis c'est toujours bien moi qui va choisir si j'accepte ce qu'on me dit que je suis ou pas. Puis je vais faire le chemin pour apprendre à me connaître. Puis après ça, ben me déployer au maximum. Tu sais, déployer mon potentiel, contribuer, être au service de la vie aussi. Mm-hmm. Moi, l'équilibre, ça passe beaucoup par ça. Au service, j'aime ça, c'est beau. Tu es allé chercher le côté scientifique, on en a parlé tantôt avec ta formation, mais tu as le côté spirituel qui venait, que je trouve très, très beau, très touchant, qui venait de ta grand-mère aussi beaucoup. C'est quelque chose qui est quand même arrivé dans ta vie jeune. Oui. Est-ce que ça a contribué à... Ça a contribué à tout, là, c'est sûr et certain. Ma grand-mère, c'est... je sais pas comment, c'est la bougie d'allumage, je crois, de ma vie. Elle a pris beaucoup soin de moi quand j'étais petite. Elle me gardait souvent. Et puis elle m'éduquait, puis elle m'enseignait tout ce qui était du niveau spirituel. Bon, elle était très religieuse, religion catholique, c'est son époque aussi. Mais en même temps, très ouverte, puis tu sais, pas dans les dogmes ou la peur que pouvait avoir la religion catholique à l'époque aussi. Donc ça, elle faisait bien attention de me mettre en garde contre ça. Mais, tu sais, elle m'amenait à la messe avec elle. Puis là, je ne comprenais rien à ce que le prêtre disait, évidemment. Puis j'ai raconté ça, je pense que c'est dans Le Miracle, mon livre Le Miracle, mais je tirais sur son chandail. Puis je disais, Mamie, je voudrais aller leur parler, moi, en avant. Mais tu sais, j'avais 5-6 ans. Fait que là, elle m'a dit que j'avais du front tout le tour de la tête, surtout, là. Et ma grand-mère me dit, mais tu leur parlerais de quoi? Puis là, ça a l'air que elle m'a raconté ça sur son lit de mort. Moi, je ne me rappelle pas de ça. Mais ça a l'air que je disais, ben je reparlerais d'amour, mamie. Parce que quand elle est décédée, un des plus beaux messages avant qu'elle décède qu'elle m'a laissé, c'est qu'elle m'a dit, elle m'appelait mon petit Fillon. Puis elle a dit, mon petit Fillon, continue de leur parler d'amour. Hein? Tu vas continuer de leur parler d'amour, c'est important. Et sa phrase fétiche, c'était, il faut voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Tu sais, c'est un personnage en tant que tel. Écoute, des fois, je me dis, mais elle sortait d'où, cette grand-mère-là? Pour être aussi éveillée, tu sais, je dis, c'est incroyable. Puis, des fois, là, elle est décédée le 31 décembre 2012 et je la sens tellement présente. Mais ça, c'est un peu un petit pacte que j'ai fait avec elle, je l'avoue, là, avant qu'elle parte. J'y avais dit, mamie, tu sais, on pourrait peut-être travailler ensemble, œuvrer ensemble, chacune de chaque endroit où on se trouve. Là. On ne sait pas trop comment ça s'appelle, mais on s'appellera. Mais je dis, tu sais, si ça te tente, là, moi, je t'ouvre la porte, regarde, on va œuvrer ensemble. Et j'ai tellement l'impression qu'elle est là. Puis c'est drôle parce que c'était le salon de l'éveil de Gatineau la fin de semaine passée. Je t'avais donné une conférence là-bas. Puis il y a une médium que j'aime beaucoup qui s'appelle Louise Goyette. Une histoire particulière parce que Louise est venue comme bénévole à mon événement du 23 février. Mais tu sais, le genre de personne très humble qui n'a pas dit à personne qu'elle était médium, qui donne des conférences, qui a fait plein d'affaires. Puis elle est venue pour aider. Et à la fin de la journée, elle m'a offert en cadeau une consultation. Elle me donne un cadeau. Je dis, attends, là, je ne comprends pas trop le concept. Là. Tu es venu m'aider et tu me donnes un cadeau en finissant. Là, ça, oui, ça me fait plaisir et tout. Mais tu sais, au-delà de ça, j'ai aimé cette femme-là tout de suite quand je l'ai vue. Je trouvais qu'elle dégageait quelque chose, une douceur. Bon. Et là, au salon de l'éveil, j'ai vu qu'elle était là. Je dis, tiens, je vais aller lui dire bonjour. Et elle me dit juste, tu sais que ta mamie, là, elle dit tellement là, ça n'a pas de bon sens. Puis là, c'est drôle parce qu'elle me dit, est-ce que ça se peut-tu que ces temps-ci, t'aimes tout ce qui est brillant? Elle est très attirée par ce qui brille, tu sais. Puis j'ai jamais tant été la fille, là, moi, glittering, je sais pas comment dire. Mais là, oui, tu sais, bizarrement, je jouais oui. Puis là, j'arrivais de la Floride, puis je m'étais acheté une espèce de bracelet full brillant, tellement que mon chum, il dit, c'est quoi ça? En blanc, ça ne me ressemble pas. Et là, elle me dit, ben, tu sais, ta grand-mère a des enfants, elle t'envoie tout le temps plein de petits messages comme ça. Elle me dit, elle a envie que ça, justement, que ça pétille. Et là, elle utilise des mots que je ne me rappelle pas précisément, mais je me dis, oh my God, c'est quelque chose. Puis après,
elle finit en me disant, OK, elle dit là, juste pour identifier, des fois, elle dit, ça arrive. Puis, tu sais, moi, j'ai été très fermée à une certaine époque à tout. Puis, je suis encore très sceptique. J'ai étudié en droit, là. Moi, j'ai besoin de preuves dans la vie, là. Fait que, tu sais, les affaires de médium, des fois, ça m'énerve un peu. Mais là, elle, je me suis laissée, on dirait, bon, aller là-dedans, puis par la personnalité qu'elle a. Et elle me dit, ben, elle dit, en plus, elle dit là, ça sent quelque chose. Elle dit, elle se poudrait, ta grand-mère. Tu sais, elle met du parfum, des fois, mais c'était pas du parfum en liquide, c'était de la poudre, là, parfumée. Mm-hmm. Mais moi, je me rappelais pas trop, genre, moi, je sais pas, sincèrement. Fait que je reviens chez moi, j'écris à ma marraine. Je dis, grand-mère, elle se mettait-tu de la poudre? Elle se parfumait-tu à la poudre? Et ma tante, elle me dit, ben oui. Puis là, elle m'envoie le truc de la poudre. Puis... Et là, les souvenirs qui remontent. Fait que je sais, écoute, je ne sais pas si on s'imagine des affaires et on s'invente des histoires. Mais anyway, moi, ça me fait du bien. Ça fait du bien, c'est ça. De croire à ça. Ça me fait du bien de penser qu'elle est là d'une certaine façon. Puis des fois, en même temps, je me dis, bon, elle doit avoir bien d'autres choses à faire, me semble. Là. Ça se peut pas que tout le monde qui décède, ils veulent juste être là pour nous autres, là, tu sais, en tout cas. Ça, c'est une autre grande question. Là, on saura. Égaré là, de ton sujet. Mais... Non, c'est correct. On parlait d'équilibre. Ma grand-mère voulait s'en mêler. C'est ça. Elle voulait partager son message. Ça m'amène, ça me fait penser justement, je pense que c'est là-dedans que la première fois, moi, je t'ai entendu en parler, puis mon petit fion, il est là-dedans, le miracle. C'est beau, puis c'est pas ésotérique du tout. Là. C'est des trucs très, très concrets, très simples, très axés. Puis, je trouve que ça se fait bien. C'est spirituel. Tu sais, moi, je dirais... Oui. C'est ça. Il y a un chapitre qui s'appelle « Je suis simple », il y a un chapitre qui s'appelle « Je suis humble », il y a une partie sur la musique. Ce que j'ai appelé des prémices miraculeuses, parce que je me suis demandé qu'est-ce qui peut créer des miracles dans notre vie, des petits et grands miracles, là, toutes sortes de... Je parle pas juste de miracles, de guérison, je ne sais pas trop, mais... Non, les petits miracles quotidiens, là. C'est ça. Puis là, j'ai pensé à, c'est ça, 7 prémices. Pour moi, là, en fait, là, puis ça, encore une fois, comme tu disais tantôt, ça peut être différent pour chacun. Puis ça serait un beau questionnement, je pense, que tout le monde... Et puis là, ça me donne une idée pour la retraite au monastère. Je pense que tout le monde devrait faire ça, se demander, c'est quoi, moi, mes prémices miraculeuses? Qu'est-ce que je sais que quand je fais ça ou je cultive ça, bien, en général, ça va mieux dans ma vie, où il se passe de belles affaires, où je vis des synchronicités, où je me sens plus connectée, tu sais. Puis d'en faire la liste, je pense que ça pourrait être une très bonne idée. C'est des choses quand tu as des périodes, justement, comme lancement de livre, la journée du 23, c'est sûrement des périodes plus occupées, plus demandantes, autant physiquement que mentalement. As-tu vu que tu as déjà fait burn-out ou dépression, y a-tu des signes pour toi qui viennent faire « Oh, là, il faut que je fasse attention, je prenne des zones de ressourcement ou… Oui. Moi, ce que je trouve qui est un des cadeaux de la dépression, c'est justement la fragilité que ça apporte après, qui est une fragilité que je trouve nécessaire. Bien, en fait, c'est d'en être consciente. Tu es en contact avec. C'est ça. Puis de dire, ben non, tu sais, je me laisserai pas aller. En même temps, j'ai pas l'impression, tu sais, que je pourrais revivre ce que j'ai vécu parce que je sais dans quel état j'étais à cette époque-là, puis je sais aujourd'hui, c'est complètement différent. Mais oui, je pourrais, par contre, faire de l'épuisement ou, tu sais, des fois, oui, ça m'arrive d'être physiquement fatiguée, pleurer pour rien, tu sais, être impatiente. En plus, je suis en préménopause, fait que... Tout ça en J'ai pas hâte. Non, c'est pas je vais pleurer tout le temps. Il faut passer par là aussi, semble-t-il. Mais effectivement, oui, c'est ça. Comme je te disais tantôt, ça, c'est ma vulnérabilité aussi. C'est que des fois, moi, mettons, dans les choses avec lesquelles j'ai du mal à déléguer. J'ai du mal à demander. Marianne, qui est ma collaboratrice, mon assistante, qui est tout pour moi, ma belle Marianne qui m'aide tellement parce que souvent, c'est elle qui va dire, ben là, qu'est-ce que tu as fait là? Pourquoi tu as fait ça? C'est à moi de faire ça, tu sais, ou laisse-moi m'en occuper. Puis, mais là, tu peux-tu croire que... Moi, j'ai pas eu d'enfant, mais je dois avoir une fibre maternelle quelque part. Parce que souvent, là, je me dis, ben là, je peux pas lui demander ça, là, à Nina tellement, tu sais. Puis là, elle me dit, ben oui, mais c'est quoi ma job, moi, tu sais? Pourquoi je travaille pour toi? Ça me fait bien rire parce qu'avec les années, ce qui est devenu pour moi vraiment une belle lumière dans le sens où elle me fait un miroir de mes réactions, de qui je suis et tout, puis elle m'aide à m'assumer. Tu sais, c'est Peter de Koenig, je pense, qui dit une phrase, il dit « Non est une phrase complète ». On devrait s'écrire ça quelque part. « Non est une phrase complète ».
Parce que moi, j'ai toujours tendance à justifier. Tu sais, justement, quand Marianne reçoit des demandes là, pour des entrevues, peu importe quoi, là, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont besoin d'aide. Il y a des fondations qui voudraient avoir des conférences au bout du monde, gratuitement. Bon, puis à un moment donné, qu'est-ce que tu veux? Il faut aussi gagner sa vie. Il faut... Bon, fait que là, puis là, des fois, je dis, ça me fait de quoi de dire non? J'aimerais ça dire oui à tout le monde, mais j'ai 24 heures dans une journée comme tout le monde, puis bon, là, je vais écrire, j'ai besoin d'être dans ma bulle pour ça. Et là, des fois, là, je dis à Marianne, mais regarde, réponds-y, là, tel. Puis là, je pars, là, tu sais. Mais là, dis que, peut-être ta tape, là, ben, c'est parce que. Puis là, à un moment donné, elle dit, OK, c'est correct, tais-toi, là, c'est beau. Je m'arrange avec ça. Puis je ne vais surtout pas écrire tout ça, là. C'est complètement ridicule. Tu as le droit de dire non, ce ne sera pas possible, c'est tout. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais c'est bon, moi, tu es un intermédiaire du Oui, heureusement que j'ai Marianne, parce que non, sinon, tu vois, ça serait un risque de burn-out. J'ai pas Marianne pour ça. C'est une zone tampon un petit peu. Oui, non, ça c'est sûr. En plus de tes formations aux États-Unis, je sais que tu as fait des retraites. Moi, j'ai ma lacune en anglais que je vais devoir travailler si éventuellement je veux. Pour toi, hein, tu le sais. Pardon? J'ai le meilleur prof pour toi. Oui. Marie-Max, tu as eu un coupon rabais dans ton cadeau. Oui. Moi, c'est elle qui... Moi, quand j'ai fait mon cours, puis ça, c'est peut-être bon à savoir pour tout le monde aussi, là, mais quand j'ai commencé mon certificat, là, j'étais loin d'être bilingue et j'avais décidé que je le ferais pareil. Et donc, j'ai pris cette femme-là qui donne des cours d'anglais one-on-one, là, mais elle peut le faire par Skype ou, bon, différentes formules. Mais sauf que moi, avec elle, je faisais 3 heures de cours par semaine via Skype, parce qu'elle habite, je pense qu'elle habite à Brossard, dans ce coin-là, puis moi, je suis à Québec. Oui. Puis ça a tout changé, là. Je veux dire, non seulement elle m'a préparé, elle m'a aidé dans mes études, elle m'a préparé à ma présentation à la fin, mais je veux dire, elle m'a appris l'anglais en s'assurant que j'aime ça, en venant dans mon monde à moi. On parlait des affaires qui me passionnent, puis là, tu vois, je suis sur le bord là, d'accepter un mandat là, pour des conférences en anglais. Ça va être la première fois de ma vie. Wow! De ça, là, je vais rappeler Marie. Là. Je vais la faire pour quelques heures. Ça, bien m'aider. Oui, mais tu sais, en fait, c'est ça qui est le fun, c'est qu'on réalise que tu fais. Ça dépend du temps qu'on veut y mettre, ça dépend des efforts aussi qu'on veut y mettre parfois, mais je veux dire, tout est possible. Ça se fait par tout le monde. Des fois, ça nous paraît comme une montagne, mais en même temps, puis il y a toujours des formules, encore aujourd'hui avec les technologies, là, c'est tellement plus simple que ça a déjà été. Puis je sais que tu as des grandes influences, des grandes sources d'inspiration aussi, plus américaines peut-être ou d'ailleurs. Ce serait qui pour toi des personnes qui t'ont marqué ou qui t'ont influencé, qui sont peut-être plus du côté... Parce que tu as fait une retraite, je crois, avec Deepak Chopra. Oui, j'en ai fait plusieurs avec Oprah Winfrey. Martha Beck, qui est la coach d'Oprah Winfrey. Ensuite, avec Jean Houston, elle a fait beaucoup sur la mythologie. Ça, j'ai adoré ça aussi. Ensuite, j'ai fait Anthony Robbins. Ça, j'avoue que j'ai moins aimé. C'était moins mon énergie. Mais en même temps, ça m'a apporté énormément aussi. C'est juste le concept, là... c'était sûr. J'ai fait, là, en plus, je me suis donné ça. Là. Moi, j'étais un peu, des fois, trop intense, là, parce que j'aurais pu prendre peut-être une journée ou 2, mais j'avais fait le 6 jours là, qui s'appelle Days with Destiny. Là. Puis en plus, je devais y aller avec Isabelle Fontaine, puis elle a eu un empêchement à la dernière minute. Mais tu sais, Isabelle, c'est bien plus son mood que le mien. Fait qu'on s'était fait un genre de pacte, Isabelle et moi. Elle venait avec moi dans un truc vraiment plus spirituel, introspectif et tout. Puis moi, j'allais à Anthony Robbins. Oui, c'est ça. Sauf que moi, je me suis retrouvée toute seule à Anthony Robbins. J'ai trouvé ça moins drôle. Mais ça a été super parce que, tu sais, justement, à un moment donné, il y a un coach de Robbins qui m'a ramassée parce qu'il me voyait faire. À tout bout de champ, je sortais de la salle parce que je Puis là, tu sais, c'était tout trop pour moi, les éclairages. Pourtant, tu sais, la journée que je fais le 23 février, il y a de la musique, il y a de l'énergie. Oui, mais là, bon, c'était particulier. Tu sais, lui, il n'arrête pas, il ne prend pas de pause. Il commence à 7-8 heures le matin, il fait 17 degrés dans la salle. On est en Floride. J'avais pas mon manteau d'hiver, mais ça m'en aurait pris un. Puis il clenche ça jusqu'à 1 heure du matin, tu sais, à tous les jours. Le matin, ça recommence. Je me disais, je vais venir folle, moi, là. Fait que là, j'avais plus de temps pour méditer, prier. Toutes mes affaires que j'aime, qui me font du bien, je faisais plus rien de ça. C'était à peine si je me démaquillais avant de me coucher. Fait que... Donc, ça m'a amené dans une zone, tu sais, vraiment, probablement plutôt fragile
au bout de moi-même. Et ce coach-là qui m'a ramassé, c'est pour ça que c'est une belle histoire, c'est que lui, il m'a juste dit, écoute, on peut-tu parler 2 secondes? Puis là, je me suis dit, qu'est-ce qu'il me veut, lui? Puis là, il dit, j'ai remarqué que, tu sais, vous n'avez pas l'air très à l'aise, là, ici. Je dis, non, j'ai dit, sincèrement, je capote un peu, là. Je me demande jusqu'à quel point je vais rester les 6 jours. Puis, fait que là, il dit, mais qu'est-ce qui vous dérange? Puis là, je commence à tout sortir ce qui me dérangeait. Puis il me dit, c'est bien correct, tu sais, vous avez ça a le droit, ça peut vous déranger, mais il dit, moi, ce que je me poserais comme question, c'est pourquoi ça vous dérange à ce point-là? Parce que, il dit, vous pourriez ne pas aimer ça, ça pourrait ne pas correspondre à votre personnalité, mais là, c'est parce que ça vous affecte à un niveau quand même, tu sais, ça vient toucher des pitons, là, c'est sûr. Fait qu'il dit, moi, je partirais de tout ça pour réfléchir. Et ça a tout changé. Tu sais, là, je me suis dit, ah, mais oui, mais il a raison. Parce que combien de fois je vois des trucs où je lis un livre, que, tu sais, que ça me parle moins. Je ne vais pas me choquer. Je vais faire, non, ça, c'est pas moi. C'est pas pire que ça. Mais là, j'étais choquée. Là. C'était comme, tu sais, mais là, quand ça fait ça, il faut se poser des questions. Hein? C'est ça. C'est pour ça que ça a été transformateur énormément aussi dans ce sens-là. Puis Oprah, ben, c'est sûr que je l'admirais déjà depuis longtemps, là, mais quand j'ai fait surtout sa journée qui s'appelait Oh You, oui. C'était en 2008 ou 2009 à Los Angeles. Et ça, c'est ce qui m'a donné l'idée d'organiser les journées que je fais à Montréal au Palais des Congrès. Parce que c'était un peu ce concept-là. Puis elle avait les fameux sacs cadeaux. Là, on était 5000 personnes à peu près. Puis je me disais, pas si mal pareil, là, 5000, là, je trouvais ça énorme là-bas. Mais on est 2000 à Montréal. C'est un beaucoup plus petit marché qu'elle est là, quand on... Oui. Et les sacs cadeaux, ça, je me souviens quand je suis arrivée avec l'idée, puis que je disais ça à du monde, puis ils me disaient, mais t'es malade, là, tu ne vas pas donner 2000 sacs cadeaux, là, tu sais. Ben, pourquoi pas? Du coup, on ne partirait pas avec la pensée que c'est possible plutôt que ça l'est. Et on a trouvé des façons pour y arriver. Puis, tu sais, même mon chum, il me disait, tes sacs cadeaux, là, il dit, comme c'est du trouble, parce que le vendredi, nous autres, là, on est toute une gang, comme on dit, de fourreuses, de et on fait ça tout un après-midi de temps. Là. Vous devriez voir la chaîne, là, c'est incroyable parce que la chaîne de montage, tu sais, remplir ces sacs-là, à mettre ça dans des bacs, déplacer ça au Palais des Congrès, c'est toute une affaire. Puis il faut s'assurer que tout le matériel, tout ce qui va aller dans les sacs, là, les 2000 articles de tour d'affaires, il faut que tout ça soit livré au Palais des Congrès le matin. Il nous manque toujours quelque chose, tu sais, il y a des fois des retards. Bon. Alors, c'est une grosse gestion. C'est très fatigant physiquement. Et c'est pour ça qu'Éric, mon chum, me dit hey, c'est vraiment nécessaire, là, tes sacs cadeaux, là, voir si ça change quelque chose. Les gens, ils viennent chercher l'inspiration de ceux qui sont sur scène, un sac cadeau, dans le fond. Là. Fait que là, j'y avais dit sais-tu quoi, mon chéri? J'ai dit l'année prochaine, là, tu t'installeras dans l'entrée quand les gens arrivent le matin puis qu'ils récupèrent leur sac. Puis tu regarderas les faces, puis on s'en reparlera après. Oui, on aime ça, les cadeaux. On aime ça parler. Il m'a dit OK, j'ai compris. Là, les cadeaux, ça pointe. Là, il me dit avec une madame, tu sais. Oui. Avec les madames, oui, c'est ça. Fait que l'idée venait d'une retraite ou d'une journée avec Oprah. Oui, c'est ça, tout à fait. Oui, puis c'était drôle parce que autant je bénéficiais du contenu de ceux qui étaient sur scène avec elle ce jour-là, dont Martha Beck, c'est là que j'avais connu Martha Beck. Et donc, j'étais comme « oh, wow! » Puis là, je prenais des notes, puis je tripais totalement. Puis en même temps, il y a quelque chose de bizarre qui est arrivé, c'est que je me suis mise à aussi regarder les gens réagir, l'organisation. Là, tu sais, plein de petits détails. Puis j'étais avec une de mes amies, puis à un moment donné, j'ai dit, c'est-tu quoi, je capote? J'ai comme un feeling que j'aurais envie d'organiser ça. Mais moi, je n'étais pas productrice du tout à l'époque, je ne faisais pas ce genre de choses-là. Et ça a été gros pour moi, une espèce de feeling ou d'intuition qu'on pouvait faire quelque chose de ce genre-là. Sauf que après, j'ai fait des formations aussi avec des Européens. Et donc, ce qui a fait que j'ai voulu mixer les deux cultures. Je me suis dit, je vais essayer d'aller chercher le meilleur des deux, c'est-à-dire, ou sans dire le meilleur, mais ce qui vient nous chercher, nous, les Québécois, ou nous ressemble davantage. Donc, oui, l'énergie des Américains. Oui. C'est pour ça que j'ai un DJ puis tout ça. Une salle avec de la technique, tout ce que tu veux, mais la profondeur des Français, exemple. Oui. La matière intelligente, leurs sources de sagesse. Donc, ça, pour moi, c'était bien important aussi que je ne voulais pas me situer juste dans go, t'es capable. Puis souvent, on va avoir des trucs comme ça. Des fois, ça peut faire une grosse différence dans notre vie, mais malheureusement, des fois, ça ne dure pas non plus. On est super pompé la journée même, puis 2 jours après, quelqu'un te demande c'était quoi, non, ta journée, c'était sur quoi?
tu t'en rappelles pas trop. Alors que moi, je me dis, non, je voudrais que ça soit assez profond pour qu'il y ait des choses qui s'incrustent, là, qui s'ancrent en nous, puis qui restent après, puis qu'on fasse quelque chose avec ça. Oui. Juste un petit partage. Quand la première année, tu avais fait l'exercice, je pense que tu nous avais dit que c'était avec Deepak que tu avais fait ça, mais l'exercice de se regarder dans les yeux, on se promenait dans la salle, puis ça, je le fais maintenant dans mes retraites. Je le fais faire, mais on est 12-16, là, mais en même temps, c'est drôle, j'en ai qui reviennent dans mes retraites, puis ils disent « Ah non, je ne le ferai pas cette fois-ci ». Ils trouvent ça tellement intense. OK. Comme exercice. J'en ai une à un moment à la sortie de la salle, mais c'est un beau moment. Là. La majorité des gens qui le font wow, puis ça finit toujours un moment fort de la fin de semaine, mais ça, je te l'ai emprunté, puis je le dis à chaque fois. Ça, c'est Christine Bouteau qui avait fait faire ça. Mais je l'empruntais à Deepak Chopra avec toi. C'est ça. Ça vient quelque part. Mais moi, ce que je trouve intéressant de cet exercice-là, c'est aussi que, un peu comme tu dis, mais moi, je remarque au début, là, quand je commence à dire, parce que je le fais aussi à la retraite au monastère des Augustines, quand j'explique comment on va se prendre, qu'est-ce que c'est, là je vois des regards, il y en a qui jettent un coup d'œil, ils cherchent à la porte de sortie. Puis là, mais après coup, s'il y a quelque chose qui tombe, que tout le monde est vraiment ému, et à tout coup, il s'est passé quelque chose d'assez formidable aussi. Puis peut-être le truc, tu vois, maintenant, moi, je le fais un petit peu plus tard dans la retraite. J'attends qu'il se soit un peu connu en quelque sorte. Là, on est moins à froid. Là. Ce qui était le défi de faire ça dans une journée comme tu as fait, c'est que là, on est tous des inconnus, on est là pour une journée, puis tout d'un coup, tu te fais dire qu'il va falloir que tu tiennes les mains et tu regardes des gens. Je pense que ça fait 30 minutes qu'on était là. Ça se peut, c'est ça. Je suis allée fort un peu. Mais regarde. Ben, tu vois, j'ai tellement aimé ça que je l'ai intégré à mes enfants. J'ai trouvé ça magique comme moment. Ah oui, puis attends, il y en a plein. Mélanie Ménard qui avait trippé là-dessus, qui a parlé de ça à Marie-Claude Barrette. Après, je trouvais à 2 filles le matin un jour pour parler de ça. OK. Oui. Juste avant, je veux peut-être ouvrir les micros, puis j'aurais aimé que tu nous donnes peut-être tes 3 trucs ultimes avant qu'on parle de tes projets qui s'en viennent. J'ai absolument parlé. 3 trucs que celles qui sont là pourraient repartir avec puis dire « Ah oui, ça. » J'aime toujours qu'on reparte avec un petit quelque chose. Ça, je vais l'essayer. Bien, j'en ai un peu parlé par contre, puis bon, c'est correct. Tu m'avais averti qu'il y aurait ces 3 trucs-là. Puis là, je me suis dit, OK, je me trouvais drôle parce que là, j'ai réalisé que mon premier truc, c'est plus de cadre, le moins possible de cadre, trop pris dans une petite... Tu sais, moi, j'ai été longtemps dans une petite boîte, là. C'est une drôle d'image parce que j'ai été 19 ans à TVA. Une petite boîte noire. Mais tu sais, là, je me disais, mais je n'ai pas 3, j'en aurais peut-être 2. Puis là, j'étais là, puis je niaisais. Je me suis dit, non, arrête de niaiser avec ça. Là. Tu diras que tu en as 2, puis tu n'en as pas 3, puis ça arrête là. Donc, tout ça pour dire que peut-être que mon premier point, c'est juste d'oser être qui on est, de faire les choses à notre façon. Et c'est de laisser place à notre créativité, ça aussi, pour moi. Puis d'arrêter d'essayer de suivre une route ou un chemin ou un cadre qui est déjà défini, puis de dire, ben non, mais regarde, c'est comme ça que ça doit être. Non, pas nécessairement, pas pour tout le monde. Puis, tu sais, je crois qu'il y a quelque chose de bien plus puissant et efficace dans le fait de trouver son chemin à soi, sa recette, ou je ne sais pas comment l'exprimer, mais de faire les choses à sa façon avec sa couleur. Tu sais, ça, c'est primordial. Et un deuxième point, bien, ça serait sans doute la symbolique des signes dont je parle dans mon livre « Une irrésistible envie de fleurir ». Tu sais, j'adore, moi, les hasards qui n'en sont pas, les synchronicités, les drôles de synchronicités qui arrivent et qui nous guident. Et ça va avec ce que j'ai parlé tantôt, le écoute et répondre, là, c'est sûr. Mais la présence, tu sais, d'être présent et attentif, là, moi, je me rends compte qu'il n'y a rien qui m'aide le plus que ça. Il n'y a rien qui m'apporte le plus que ça. Parce qu'on dirait que la vie nous vient en aide dans ce temps-là. Tu sais, c'est comme, moi, je deviens attentive à la vie et la vie me redonne en retour. Ça, c'est clair. Puis, tu sais, je me suis développé plein de petits trucs pour ça. Je marche beaucoup avec des mini-phrases ou comme des intentions. Fait que, tu sais, par exemple, je peux me dire « je suis ici ». Tu sais, ça, c'est une phrase, des fois, que je me dis dans ma tête « je suis ici ». Est-ce que je suis là? Je suis toute là, tu sais. Ou je dis « je note ». Je note... quand je dis « je note », c'est parce que je vois quelque chose de beau, quelque chose qui me touche, ou peu importe, dont je suis curieuse. Puis quand le fait de me dire dans ma tête, quand je vois le truc en question, de dire « je note », on dirait que ça l'arrête, puis ça l'intègre, puis tu sais, ça ancre ça en moi, puis ça fait un bout de chemin supplémentaire. Puis ça me rend très
ça m'apporte beaucoup, beaucoup la gratitude, ce qui serait aussi sûrement un autre point extrêmement important, là, de cultiver la gratitude au quotidien, de remercier pour tout, tu sais, puis remercier d'abord pour la vie, pour d'être en vie. Il y a une gratitude extrêmement profonde là, qu'on devrait cultiver, puis plus tout le reste, là, tout ce qu'on peut recevoir, puis quand je dis recevoir, c'est pas nécessairement du matériel, là. Mais le truc de je note aussi, ça me rend plus, ça m'apporte de la compassion. J'avais raconté déjà en conférence, quand j'ai connu mon chum, ça faisait pas longtemps qu'on était ensemble, puis on était allés patiner à la petite patinoire ici à Sainte-Pétronille où j'habite. C'est un petit village, c'est tout est petit. Et donc, il y a une petite fille qui est tombée en patin, écoute, elle est rentrée dans un banc en métal, s'est scrappé la bouche, une dent. Alors, elle était avec son père, puis là, je voyais l'image, tu sais, je me disais, oh mon Dieu, tu sais, le genre d'histoire de garde partagée que quand il va ramener à sa mère, il va passer par là. là, le gars, il était mal pris, il épongeait le sang avec du papier dans la toilette, mais tu sais, ben, il n'est pas médecin, il est pratiquant, mais j'ai étudié en médecine. Fait qu'il est allé la voir, la petite, puis il s'est mis à genoux, puis tu sais, Eric, c'est un costaud, le grand, puis là, il se met à genoux devant elle, puis d'abord, il demande comment tu t'appelles. Puis en plus, elle s'appelait Juliette. Puis moi, j'avais commencé à écrire mon roman avec le personnage de Juliette. Puis là, c'était de regarder mon chum faire, mon chum qui n'a pas eu d'enfant, puis qui là, il a tout examiné, sa lèvre, puis ses dents, puis il a dit « Juliette, t'es magnifique, puis il n'y a rien qui va changer, là, tu sais, tout ça, ça va guérir, ça va revenir, ça sera pas long, puis tu sais, je le sais que c'est plate, là, puis ça fait mal, mais... » Puis là, moi, j'étais émue aux larmes, puis je me disais « je note, tu sais. » Mais pourquoi je note aussi, c'est que mon chum est humain comme tout le monde, là. Fait que, tu sais, si après il pogne les nerfs pour une niaiserie, là, ben peut-être que je peux me rappeler du moment où il a épongé la petite bouche de Juliette en y parlant, puis tu sais, que j'ai trouvé si beau à ce moment-là, si fin, si extraordinaire. Il l'est tout le temps aussi, là. Tu sais, ça fait partie de lui, mais ça peut aussi arriver qu'il y ait des moments d'impatience ou autre chose. Ça, pour moi, c'est un truc mais qui va avec la présence et l'attention. Je pense que, tu sais, on pourrait le... J'aime beaucoup, oui. En parler de différentes façons, mais c'est ça. Mais mon truc ultime, celui au-delà de tout, c'est l'amour. C'est d'aimer, non seulement d'aimer, de s'aimer, apprendre à s'aimer soi-même, aimer les autres, aimer la vie, mais s'organiser pour, puis c'est dur pour moi de l'exprimer, là, mais pour ressentir que nous sommes profondément aimés. Parce que je pense que c'est ce qui manque le plus. Des gens qui ont l'impression qu'ils ne sont pas assez, qu'ils ne sont pas corrects, qu'ils ne sont pas aimables ou je ne sais pas quoi. Puis ça, c'est triste. Puis en même temps, je pense que ça bloque tellement le flux, ça bloque tout le reste. Et il y a un prêtre ici à Sainte-Pétronille, il y a une place, ça s'appelle Foyer de la Charité, Foyer Notre-Dame de la Charité, il y en a un peu partout dans le monde. Et moi, les autres, ils ont une petite chapelle dans une belle grande maison où ils font des retraites de silence sur le bout de l'île, sur le bord du fleuve. C'est magnifique. Fait qu'un jour, j'ai décidé d'aller voir, tu sais, je vais aller voir la messe. Là, il faut que je vous dise, moi, j'ai été baptisée, je suis de religion catholique, mais en avançant en âge, c'est-à-dire, j'aime tout, tu sais, j'aime toutes les religions, ou en tout cas, je vais chercher de la sagesse dans plein de courants spirituels différents, et c'est bien plus ça qui me plaît, tu sais, je me dis, on peut faire son choix de en quoi on croit et tout, puis on n'a pas à appartenir à, tu sais, encore une fois, les structures et tout, j'ai bien de la misère, fait que j'essaie d'enlever ça. Et donc, par contre, bon, c'est sûr que c'est mon background, c'est ma grand-mère qui m'a amenée là-dedans. Alors, je vais à la messe, il s'appelle le Père Grenon, qui fait la messe. Il fait la messe comme je n'ai jamais vu, c'est-à-dire qu'on dirait un conférencier. Il descend de l'hôtel, il s'en vient dans le milieu de la place, il parle au monde, il raconte des histoires. Tu sais. Et là, ce jour-là, ben, c'était sur l'amour, justement, son homélie. Et il a dit, moi, je rêve que chaque être humain puisse ressentir à quel point il est profondément aimé de façon inconditionnelle. Juste le fait qu'on soit ici, qu'on soit né sur cette terre, bien, déjà, on devrait conscientiser que c'est parce qu'il y a eu quelque chose qui est de la part de l'amour, là, tu sais. Et lui a dit, moi, je le sais, j'en suis convaincue que c'est ça. Puis moi, de la manière, lui, qu'il l'exprime, mais pour lui, c'est Dieu, tu sais. Il dit, c'est sûr, il dit, moi, je suis prêtre, là. Fait qu'il dit, moi, je me dis, Dieu m'aime de manière inconditionnelle, profondément et tout. Et ça, pour lui, c'est un peu ce qu'il fait vivre, là, comme le carburant, là, tu sais. Et il nous a dit, c'est pas nécessairement Dieu pour tout le monde, mais trouvez une source, tu sais, trouvez votre source. Il n'est pas obligé d'avoir un nom, mais de croire en quelque chose de plus grand que nous, qui nous accompagne, qui nous supporte et surtout qui nous aime. Qui nous aime, puis tu sais,
on est parfait dans notre imperfection, que, tu sais, qu'on devienne son meilleur ami, sa meilleure amie. Il y a un concept japonais qui est bien mignon, là, que vous allez entendre parler de plus en plus parce qu'il y a des livres qui sortent sur le sujet. Ça s'appelle le wabi-sabi, la perfection de l'imperfection. Et c'est un peu ça. C'est ce qu'on est. C'est ce qu'on est aussi. On est vulnérable. En même temps, notre vulnérabilité, c'est notre plus grande force parce que si on est conscient qu'on est vulnérable et qu'on peut être brisé, qu'on peut être souffrant, mais en même temps qu'on peut aussi guérir, que, tu sais, ben, c'est ça qui change tout. On devient plus des marionnettes ballottées par tout ce qui se passe, mais là, on développe une espèce d'axe solide, une puissance intérieure qui fait que je pense qu'on va vivre la vie un peu de nos rêves, peut-être. On va se déployer au maximum. Voilà. Juste pour terminer, là, je sens que les gens ils doivent partir pour retourner travailler. Je vois que... C'est correct. Il est 1h moins 4. C'est correct. Ta retraite qui s'en vient, c'est au mois d'avril. Est-ce qu'il reste de la place? Oui, je crois qu'il reste quelques places. Je sais qu'il n'en reste pas beaucoup, mais oui, c'est le 5, 6, 7 avril. Au manoir... des Augustines à Québec, oui. OK. C'est tellement magnifique. Juste d'être là, des fois je fais des blagues, je pourrais ne rien dire, moi, dans cette retraite-là, ne rien faire. Juste le fait qu'on soit là ensemble, dans cet endroit-là, ça fait déjà un gros plus. Ouais. Puis, bon, tantôt, j'en parlais vite, mais je veux que tu nous en parles un peu plus. Tu as un programme en ligne qui s'en vient. Oui. Je ne sais pas si c'est bientôt ou ça, puis je sais que c'est basé sur... Parce que le livre, la beauté de ce livre-là, c'est qu'à la fin, il y a 65 phrases, 65 prémices qui nous aident à, des fois, juste dire, ah oui, tu sais, avoir un petit carnet de floraison, s'ouvrir à poser des questions ouvertes et positives, passer à travers et non à côté. Fait que c'est plein de petits rappels. Fait que ton programme va être basé beaucoup là-dessus. Oui, c'est ça que je vais définir, extrapoler davantage, avec aussi des exemples concrets de comment on peut appliquer ça dans notre vie. C'est un peu, tu sais, je trouve que c'est comment on peut fleurir, là, c'est carrément ce qu'on appelle la floraison humaine. Et tous les trucs et astuces que j'ai accumulés, j'ai envie de dire, depuis les 20-25 dernières années, dont j'ai extrait qui, selon moi, étaient le plus efficaces, puis que je vais redonner sous forme de capsules qui sont enregistrées, qui font partie d'un programme web, effectivement. On pourra, je te dirai, on te tiendra au courant peut-être quand le programme sera disponible. Parce que... Oui, je pourrais partager. Ouais. Avec plaisir. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent ouvrir leur micro, s'il y en a qui avaient des petites questions pour Christine. Ou un commentaire. Ils sont gênés, hein? Bonjour. Claudine, j'ai vu que tu avais ouvert ton micro. En fait, je veux dire merci à Valérie, merci Christine aussi pour... en fait, tes commentaires sont très inspirants, puis moi, j'aime beaucoup ta lumière. Fait que je trouve ça inspirant d'entendre ce que tu as à nous partager. Puis Valérie, merci d'avoir créé cette opportunité-là, d'avoir accès aux précieux commentaires et conseils de Christine, effectivement. Puis moi, je suis allée à ta journée aussi. Je pense que ça fait 3 fois que j'y vais. J'adore l'énergie qui est là. Ça me fait vraiment vibrer beaucoup, beaucoup. Je peux te partager un rêve que j'ai à court, moyen, long terme. C'est que j'aimerais ça partager une scène comme la tienne. Je me mets en avant-plan la semaine prochaine avec 200 participants, mais ça fait partie de mes projets de pouvoir offrir un message aux gens pour être mieux envers soi-même. Puis je t'écoute, puis il y a tellement de sujets, de finesse dans ce que tu dis, puis qui me rejoignent vraiment beaucoup dans ce que j'ai à partager auprès des gens. Alors, merci énormément. Ça me fait plaisir, puis c'est important de le faire, de partager ce que vous avez envie de faire parce que je pense qu'on en a grandement besoin. Merci Christine, merci Valérie. S'il n'y a personne d'autre qui ose, moi je vais te dire merci aussi. Merci pour ta générosité d'avoir accepté d'être là avec moi. Puis de m'avoir dit oui, en fait, parce qu'on a vu, c'est Marianne. Puis votre système est extraordinaire, Marianne, est formidable. Elle prend le temps de... J'ai Marie-Ève Martel qui dit merci beaucoup. J'ai Julie Roy qui dit merci beaucoup, qui me l'écrivent dans les commentaires. Donc,
Merci pour ta générosité, pour ta grandeur d'âme, pour tout ce que tu fais qui contribue je suis convaincue, à créer un monde meilleur. Puis là, en plus, tu vas te mettre à le faire en anglais. Il va vraiment falloir que j'apprenne l'anglais. C'est ça. Merci Valérie. Merci de toi faire ce que tu fais d'abord. Puis ça m'a fait vraiment plaisir. C'est pas quelque chose que j'ai fait souvent jusqu'à maintenant. Puis je trouve ça vraiment fun d'avoir ce contact-là. Bon, on est tous chez nous avec notre perroquet ou peu importe. Puis en même temps, on est tous connectés. Fait que je trouve qu'il y a quelque chose de super le fun là-dedans qui peut vraiment tous nous aider parce que je dis souvent en conférence, il n'y a pas d'hasard qu'on soit ensemble non plus, là. C'est moi qui ai parlé, qui a répondu aux questions de Valérie, mais en même temps, je crois qu'il y a quelque chose qui s'est créé aussi entre nous. Il y a une énergie qui passe, il y a un moment qui est là, puis qui devait avoir lieu. Je crois qu'on a... Oui, puis pour ceux qui sont réfractaires au web, moi, je me suis trouvé des amis sur le web, j'ai trouvé mon chum sur le web, j'ai trouvé même des affaires, moi, sur le web. Fait que la connexion, elle passe. Puis ça fait 13 ans que je suis avec. Fait que c'est pas super. C'est bon. Je souhaite tout le meilleur, puis de fleurir, de continuer de fleurir tout le monde. Merci. Je veux juste te lire un petit commentaire. Myriam qui dit « Moi aussi, je suis allée à cette journée magnifique. Elle venait de Sept-Îles, c'est vrai, Myriam. Je vais réserver cette journée pour l'an prochain aussi. » Va-tu en avoir une? Oui. Oui, il va en avoir une. Le post-mortem a lieu en fin de semaine qui s'en vient. Là. Je reçois d'ailleurs Marianne tout le week-end chez moi à Lille. OK. Avec notre équipe. Puis, mais là, on ne sait pas, on va peut-être avoir des nouveautés parce que j'ai dit à tout le monde, j'ai dit là, après 5 ans, là, je vous avertis, on remet tout en question. On rebrasse tout ça là, pour sortir le meilleur, pour s'assurer que, tu sais, on va toujours vous en donner encore plus, en quelque sorte. On verra ce que c'est. Merci encore infiniment. Puis, je vais juste arrêter l'enregistrement ici. Voulez-vous arrêter? Oui.